Donc je vais introduire le conférencier, le docteur Yannis Ismail. Donc il est chercheur et islamologue, titulaire d'une thèse de doctorat de l'Université de Strasbourg sur l'herméneutique contemporaine en droit musulman. Il était chercheur associé au Schomburg Center à New York l'an dernier, travaillant sur l'histoire des musulmans afro-américains. Il intervient depuis de nombreuses années sur des questions touchant aux musulmans d'Europe, au vivre ensemble, à l'identité, au pluralisme, au racisme ou encore au dialogue interreligieux, tout ce qui nous rassemble. Voilà. Merci, docteur. À toi la parole. Bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum, que la paix soit sur vous. Déjà, en guise de préambule, je tiens à remercier les organisateurs et les organisatrices de cet événement, non seulement pour l'invitation, mais aussi pour la qualité des interventions et de l'exposition, qui, je pense, arrive à pic et répond à un besoin qui relève de l'intérêt général. Et donc, je suis très content de contribuer à mon modeste niveau à ces discussions, à ces échanges. Donc moi, la thématique proposée de la discussion, c'est Français issus de l'immigration et musulmans vers un double enracinement. Et je reviendrai sur la notion de double enracinement. Donc c'est une question ô combien d'actualité quand on connaît l'ampleur des débats depuis un certain nombre d'années maintenant sur la question de la place de l'islam en France, des musulmans, question de l'intégration, question de l'identité. On peut rappeler, on avait même eu à l'époque un débat sur l'identité nationale et la question aussi de l'appartenance, de la pluralité des appartenances. Donc cette thématique, elle va englober différentes questions qui se posent, qui font débat, et l'idée c'est de les aborder vraiment sur le fond, au-delà des perceptions, des visions assez dogmatiques, restreintes, exclusivistes, qui malheureusement, on le voit en poupe. Mais c'est important parfois d'aller à contre-courant et d'essayer de réfléchir sur le fond. C'est important d'y réfléchir parce que les enjeux sur ces questions-là, les débats sur ces questions, ont des conséquences pratiques. Parfois, ça a des conséquences législatives qui ne vont pas toujours dans le bon sens. Ça a des conséquences sociales. Ça peut créer beaucoup de mal-être et de souffrance dans certaines communautés. Et donc je pense que c'est important d'essayer de proposer une voie de réflexion apaisée, intelligible et constructive. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Et je pense que la question aussi, elle est très liée à la question de l'histoire et de la nécessité de produire un récit historique, un roman national inclusif. Et c'est tout l'objet justement de cette exposition, sur trouver les points de jonction, d'interaction historique entre l'islam et la France, qui sont très anciens, montrer qu'il y a une hérédité de l'islam en France, ou des relations entre l'islam et la France, ou des musulmans et des pays musulmans avec la France. Et donc, même s'il y a eu l'histoire de l'immigration post-coloniale plus récente, on est dans une histoire qui a un ancrage beaucoup plus long. Ça, je pense que c'est important de le rappeler, parce qu'on sait que l'histoire aussi est un enjeu politique, idéologique, qui est souvent instrumentalisé pour légitimer parfois des exclusions, des simplifications. Et donc, ce débat rentre aussi dans ce cadre. Et donc, depuis des années, on vous parle, par exemple, en parlant des différents modèles proposés sur la question des minorités ethniques ou religieuses en France, et notamment pour la thématique qui me concerne sur la question de la communauté musulmane. On parle d'intégration, on parle d'assimilation, certains parlent d'acculturation. Et une chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'on aborde souvent ces questions sous un angle idéologique, c'est-à-dire dire, voilà, le modèle en France, c'est celui-ci, et il n'y a aucune possibilité de modulation, de réflexion, de marge d'interprétation, alors qu'il y a un principe qui me semble fondamental, c'est déjà celui de la fonctionnalité. Est-ce que telle vision, tel modèle est fonctionnel? Deuxièmement, c'est que quand on réfléchit à la question des identités des uns et des autres, de leur appartenance, de la place qu'ils ont dans une société,
pour n'importe quel citoyen français ou une personne immigrée vivant en France, chacun souhaite vivre une vie heureuse, apaisée, en harmonie avec son identité et ses convictions et l'environnement dans lequel il est. Et donc ça, je pense que c'est un enjeu important. Et on a des réflexions très très intéressantes et mon expérience aussi aux États-Unis m'a beaucoup enrichi sur ces sujets. Je pense au philosophe canadien Charles Taylor, qui a beaucoup développé l'idée de l'importance de la reconnaissance de la diversité profonde des identités pour justement permettre qu'il y ait un multiculturalisme apaisé et constructif au sein de la société. Et plutôt, il ne s'agit pas donc d'idéaliser ce qui se passe dans le monde anglo-saxon et diaboliser ce qui se passerait en France, mais de dire qu'il y a des expériences avec des différences et des similarités, mais c'est intéressant de voir ce qui peut être, dans une certaine mesure, fonctionnel ici ou là, pour s'en imprégner dans le cadre d'une réflexion. On a même eu à un moment donné, là, dans la dernière campagne présidentielle, l'idée de créolisation, le concept de créolisation qui a fait l'objet de discussions. Un ancien candidat au CRN parlait de l'identité heureuse. Donc on voit que ces thématiques-là, elles sont au cœur du débat. Et donc, sur la question de l'enracinement, c'est une question, moi je parle ici de double enracinement. Moi je propose le concept, l'idée de double enracinement, que je vais expliquer, et je vais un peu partager avec vous quel a été le cheminement de ma réflexion sur ce sujet. Donc déjà, moi je fais un travail de recherche depuis 5 ans sur l'histoire afro-américaine et plus précisément l'histoire des musulmans afro-américains, et donc forcément ça a beaucoup nourri ma réflexion. Et donc je vais commencer, je continuerai par le point de l'influence ou les contributions intéressantes au niveau de l'histoire des Afro-Américains, et notamment aussi les contributions intellectuelles des penseurs afro-américains. Et il y a aussi en fait une philosophe française qui m'a beaucoup intéressé, qui est Simone Veil. Alors quand je dis Simone Veil, tout le monde pense à la ministre, mais ce n'est pas la ministre. C'était une philosophe de la première moitié du XXe, et qui a justement développé l'idée d'enracinement. Elle a un livre qui porte ce titre, et j'ai trouvé très intéressant, même si le contexte était différent, parce qu'elle résistait notamment à l'occupation allemande en France, et elle réfléchissait un peu sur le plan philosophique à la France d'après-guerre, après la libération, et des conditions d'une société harmonieuse, apaisée, que les citoyens puissent trouver le bonheur. Et donc elle avait cette distinction conceptuelle, cette dialectique entre déracinement et enracinement, et elle voyait le déracinement comme un des principaux mots de la société moderne, de l'époque moderne, et l'idée de dire que le déracinement crée du malaise culturel, social, politique, et que la solution était le réenracinement. Donc le réenracinement, il y avait justement l'idée de dire que le déracinement, c'était de couper les gens de leur passé, de couper les gens même parfois du lien social, de la dimension collective, du sens du devoir. Et donc c'était réenraciner les gens dans une histoire, dans un patrimoine, dans un environnement. Donc il y avait aussi l'idée de se réconcilier avec les arts, avec la littérature. Et elle ajoutait une dimension qui est aussi, je trouve, intéressante dans une perspective aussi musulmane, c'était l'idée que dans les sources d'inspiration pour un peuple, pour que celui-ci puisse aller vers quelque chose de positif, d'harmonieux, vers le bonheur, la religion et la spiritualité étaient aussi une source importante, et elle avait notamment à la fin de sa vie une réflexion mystique, religieuse. Elle s'était un peu rapprochée du christianisme sans vraiment adhérer au catholicisme. Certains, j'ai même vu la présenter comme une anarchiste chrétienne, parce qu'elle avait aussi tout un tas de références, disons, marxisantes. Donc c'était vraiment une réflexion très intéressante, et je reprends en partie sa définition de l'enracinement-déracinement. Ensuite, sur ce qui concerne la référence afro-américaine, ça serait une très longue histoire à développer, mais disons que
le déracinement, et quand moi j'ai pu faire interviewer dans le cadre de mes recherches environ 60 personnes, qui notamment ont fait partie des mouvements dans les années 50-60 de lutte pour les droits civiques et les droits humains, contre le racisme. J'ai interviewé beaucoup de gens de la Nation of Islam, de l'organisation OAAU, c'est l'organisation pour l'unité afro-américaine qui a été créée par Malcolm X, des gens des Black Panthers, des gens qui étaient à une époque proche du mouvement de Marcus Garvey. Donc j'ai vraiment fréquenté ces gens-là, des gens qui ont jusqu'à... J'ai interviewé des gens qui avaient presque 95 ans, donc vraiment qui portaient cette mémoire-là. Et il y a une chose qui revient constamment, c'est que la violence, c'est pas simplement la violence de l'esclavage, c'est-à-dire que le fait d'avoir été kidnappé en Afrique pour être ramené comme esclave aux États-Unis, ça a créé un déracinement profond. Et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup aussi dans non seulement des traumas qui se transmettent de génération en génération jusqu'à aujourd'hui, hein, le fait d'avoir été coupé d'une langue, d'une culture, du lien aux ancêtres, et tous ces mouvements de libération, ces mouvements culturels, ont beaucoup insisté sur cette question de renouer avec les racines. Et c'est pas pour rien que l'ouvrage à grand succès de Alex Haley, Roots, Racines, a eu un tel succès. C'est devenu un film. Ils ont fait un film. Parce qu'en fait, lui-même, en retraçant l'histoire de sa famille sur 200 ans, c'était un des rares Afro-Américains qui avait réussi à le faire, en le faisant ensuite sous forme romancée, à travers aussi la figure de Kunta Kinte. Il a vraiment parlé à l'imaginaire afro-américain et avec cette idée de revenir à l'origine. Hein. On renoue avec ce qu'ils appelaient souvent the motherland, hein, la mère patrie, l'Afrique. Hein, donc c'était, on est afro-américain, on est en Amérique, mais on renoue avec cette identité-là. Et c'est pour ça qu'il y avait, notamment dans les années 50-60, beaucoup d'interactions. Vous voyez, des gens comme la célèbre poète Maya Angelou, qui à un moment donné a longtemps vécu au Ghana, quand Nkrumah en était le président, qui a travaillé là-bas, hein, beaucoup de liens avec le Ghana, avec d'autres pays. Et quelqu'un comme Marcus Garvey était un des premiers notamment à créer un mouvement de masse qui a beaucoup rapproché les Afro-Américains de l'Afrique, au moins sur le plan culturel et intellectuel, parce qu'il y avait vraiment ce déracinement. Et Malcolm X avait cette célèbre phrase qui disait « Il faut que les Afro-Américains migrent, non pas physiquement en Afrique, mais intellectuellement, culturellement, psychologiquement et spirituellement. » Donc se reconnecter avec ça. Et ça, c'était dans la réappropriation de soi, pour faire face à des années d'infériorisation de leur communauté, de persécution, pour faire face à des complexes, entre guillemets, coloniaux, même si ce n'était pas directement une histoire coloniale, mais des complexes d'infériorité, un manque d'estime de soi, toute cette réappropriation de soi, elle a permis de structurer à un moment donné cette communauté-là. Et Malcolm X disait aussi, parce qu'il y avait à son époque une vraie volonté d'inférioriser la culture et la réalité africaine en disant finalement, on est allé vous chercher en Afrique, là en Afrique il n'y avait que la jungle, vous étiez dans la jungle, et on vous a ramené dans la civilisation. Et lui, il a contribué à déconstruire tout ça. Mais non, l'Afrique c'était aussi une terre de civilisation, une terre de savoir, hein, il citait beaucoup l'exemple des empires, les empires du Mali, etc. On parlait aussi de l'Égypte antique, le fait que c'était une terre de civilisation, de grandeur. Et cette grandeur-là, elle permettait aussi de redonner de la fierté à une communauté qui était détruite, qui reprenait à son compte l'infériorisation qui était imposée par l'idéologie dominante. Donc l'idée de réenracinement, elle était très très importante, non seulement chez Marcus Garvey et Malcolm X, mais on retrouve pas forcément le concept, mais l'idée chez W.E.B. Du Bois, même sur la question de l'identité et des racines, même chez James Baldwin et beaucoup d'auteurs. C'était vraiment une thématique centrale et qui, moi, m'a beaucoup inspiré, même dans ma réflexion sur les Français issus ou héritiers de l'immigration, principalement maghrébine et d'Afrique subsaharienne, et pour la plupart d'entre eux de confession musulmane. Et je trouve que cette expérience-là, encore plus dans le cas des musulmans afro-américains, était aussi très riche
parce qu'il y avait aussi la dimension religieuse qui était commune avec la France. Et d'ailleurs, Malcolm X faisait souvent le parallèle entre les populations colonisées qui étaient à l'époque en voie de décolonisation d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient ou d'Afrique subsaharienne, avec la situation américaine. Et notamment, le parallèle a même été fait par Frantz Fanon sur les conséquences psychologiques collectives sur les colonisés, mais qui s'applique aussi aux gens qui ont subi le traumatisme de l'esclavage. Et le double enracinement, c'est l'idée de dire que on est français, mais on n'est pas uniquement français. On est aussi musulman par la religion, pour ceux qui appartiennent à cette religion. On est aussi marocain, algérien, sénégalais, on a une pluralité d'origines. Et parfois, on veut vraiment nous imposer l'idée d'une identité exclusive et exclusiviste. On est ça, on doit être ceci ou cela, seulement ça, et de telle manière. Donc on nous impose une identité unique et la manière de vivre cette identité ou de la percevoir ou de la concevoir ou de la construire. Et c'est pour ça que Charles Taylor, c'était intéressant ce qu'il développait sur le fait que l'identité, c'est un processus, ça se construit, il y a une part collective, il y a des données objectives qui souvent participent de la construction identitaire, hein, parfois l'ethnie, la religion, la langue, la nationalité, et il y a des dimensions très subjectives, hein, qui peuvent même parfois être très liées à l'expérience personnelle, à son expérience professionnelle. Et il y a une réflexion très intéressante sur ce sujet de Amin Maalouf, hein, qui fait partie de l'Académie française, dans son ouvrage Les identités meurtrières, où justement il dit non, c'est très dangereux de réduire un individu à une seule identité. On a des identités plurielles et multiples. Et c'est ce qui fait la richesse des êtres humains, d'avoir cette pluralité d'identités. Et je me rappelle, dans le livre, il y avait un passage que je trouvais intéressant, parce qu'Amin Maalouf est donc franco-libanais, arabe, et issu de la minorité chrétienne au Liban, un arabe chrétien. Et il disait, quand je rencontre des chrétiens dans d'autres pays, etc., ce qui va faire lien avec eux, c'est le fait qu'on appartient à la même religion, à la même communauté de foi. Donc, dans ce contexte-là, l'identité qui sera prioritaire, ça sera mon identité chrétienne. Dans d'autres contextes, ça sera le fait que je suis aussi français. Mais il disait, si je rencontre demain un musulman, eh bien, ce qui créera le lien, ça sera mon arabité, du fait du lien entre l'arabité et l'islamité, hein, l'arabe étant la langue du Coran, et lui-même, l'arabe étant sa langue maternelle. Il disait, dans ce contexte, par mon arabité le fait que je sois arabophone, j'ai un lien avec les musulmans du monde entier. Et donc, cette pluralité d'identité est vue par lui et présentée comme une richesse, et permettant aussi, finalement, de créer du lien en priorisant telle identité sur l'autre selon le contexte et selon les circonstances. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. On a aussi des réflexions très intéressantes sur ce sujet de la pluralité des identités qui ont été développées par Amartya Sen, qui est d'origine indienne, qui était l'ancien prix Nobel d'économie. Pour moi, c'est une thématique qui me semble importante, et le double enracinement, ça s'inscrit dans cette idée d'identité plurielle. Et voilà, on a plusieurs identités, et cela est une richesse. Et autant on doit s'enraciner dans la France, hein, dire qu'on est des Français du terroir, on s'enracine dans une langue, hein, la langue française, ça fait partie de notre patrimoine, on est très fiers de cette langue, on la porte, de sa beauté, de son histoire, de la qualité de ce qu'elle nous permet d'exprimer sur le plan intellectuel, un lien avec une littérature, une histoire intellectuelle. Moi, je vois dans ma propre trajectoire comment de nombreux penseurs français ont influencé mes idées, mon parcours. Quand j'étais étudiant en droit, je me rappelle de l'influence qu'avait eu par exemple un juriste comme Michel Villet sur la question de la philosophie du droit, des liens entre le droit et la morale. Et même dans mes études en islamologie, dire quelqu'un dont j'ai vu le portrait dans l'exposition, Louis Massignon, a eu une contribution énorme et a créé du lien entre justement la France et le monde musulman, entre la chrétienté et l'islam, notamment sur le dialogue islamo-chrétien, il avait joué un rôle important à l'époque. Et les concepts qu'il a développés sont toujours d'actualité, comme le concept de Badalia, hein, l'idée que, notamment, il l'envisageait dans la relation
entre on va dire l'Orient et l'Occident, entre l'islam et la chrétienté, c'était de dire qu'il faut créer des relations d'empathie, savoir se décentrer, se mettre à la place de l'autre pour pouvoir justement interagir avec cette empathie, cette fraternité. Et notamment, il a aussi développé il a essayé un peu de conceptualiser l'idée d'hospitalité. Et ce qui est intéressant, c'est que lui est revenu à un moment donné à la foi chrétienne à travers son expérience de l'hospitalité au Moyen-Orient, dans le monde arabe et dans le monde musulman. C'est-à-dire qu'il a vécu une telle hospitalité, l'accueil qu'il a reçu dans des pays musulmans par des musulmans, ont réveillé en lui ce retour à la foi catholique. Et donc c'est intéressant comment l'interaction positive avec l'altérité permet parfois de revenir entre guillemets à soi. Et c'est vrai aussi, parfois, pour des musulmans, dans la relation à l'altérité religieuse, en s'enrichissant des sagesses, des différentes traditions et philosophies, eh bien, ça nous permet parfois de revenir à soi de manière positive. Non pas dans le rejet, mais dans l'inclusion. Et donc, Massignon, c'est l'enracinement aussi dans la France, dans une tradition intellectuelle qui était celle de l'ouverture. La France a des grands intellectuels, des gens comme Edgar Morin sur la pensée complexe. Et dans le même ordre, je pense qu'il faut tout à fait assumer le fait qu'on a des origines et qu'on doit refuser cette volonté parfois qui est d'inférioriser nos pays d'origine ou nos cultures d'origine. Il y a aussi de la grandeur, de la noblesse, du génie dans le patrimoine civilisationnel maghrébin, d'Afrique subsaharienne, et faire de ce patrimoine le nôtre est important, et je pense que c'est important aussi parce que la distance et le fait que la plupart des Français de confession musulmane ont grandi et vécu en France, il y a aussi une distance avec les pays d'origine. Donc moi je pense que c'est aussi important, autant que de s'enraciner profondément dans la France et son histoire, de savoir s'enraciner dans le patrimoine intellectuel, historique, civilisationnel, même religieux, maghrébin, d'Afrique subsaharienne et de différents pays d'origine. Je pense que c'est important. Moi, quand à un moment donné, je suis d'origine marocaine, quand j'ai commencé à m'intéresser à des penseurs contemporains, récents, au Maroc, mais j'ai découvert un génie, une créativité incroyable qui m'ont beaucoup inspiré. Des gens comme Mohamed Abed el-Jaberi, le philosophe marocain, a produit une réflexion incroyable sur ce qu'il appelle la critique de la raison arabe, où il critiquait un peu le paradigme du syllogisme dans la raison arabo-musulmane, qui était devenu pour lui un mécanisme mental de sclérose. Il appelait quelque part à ouvrir la rationalité. Des gens qui sont toujours vivants comme Taha Abdurrahman sur la modernité islamique musulmane et ses spécificités. Je pense à Mahdi el-Manjara, qui a développé la science de la prospective sur comment produire des analyses qui anticipent l'avenir, mais de manière scientifique. Tout ça, moi, ça m'a beaucoup enrichi. Et donc, il ne faut pas avoir honte de ce patrimoine-là. Il ne faut pas avoir honte de dire qu'il y a un patrimoine culturel, intellectuel, historique, religieux, qui est aussi le nôtre. Et donc, c'est pour ça que pour moi, le double enracinement est important. Avoir ces deux racines. Ces deux racines qu'on concilie. Et pourquoi c'est différent de l'assimilation? Parce que l'assimilation, c'est l'idée de dire finalement qu'on réduit notre identité à une seule, de manière exclusive, et qu'on doit quelque part arriver à la négation de soi, ou d'une partie de soi. Dire je suis uniquement ça, et j'efface une partie de moi-même. Mais ça ne créera uniquement que du trouble, du désordre psychologique et social, parce qu'un individu ne peut pas être équilibré s'il est dans la négation d'une partie de ce qu'il est. Et d'ailleurs, il y a des réflexions intéressantes sur ces sujets qui ont été même développées par Hegel, sur la question de la reconnaissance des identités. Et Charles Taylor, quand il insistait sur la reconnaissance des identités, c'était justement parce que l'absence de reconnaissance crée du trouble. Et pour avoir une société apaisée, harmonieuse, il faut que les individus soient apaisés, harmonieux, et je pense que c'est important que les individus puissent avoir la liberté de s'autodéfinir, de définir qui nous sommes, et qu'on n'ait pas un cadre externe qui impose de manière très dogmatique l'identité des uns et des autres en les enfermant dedans.
Ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental. Et donc, c'est toute une réflexion sur ces sujets qui me semble importante. Et la question aussi de l'enracinement, du double enracinement. Donc il est différent de l'assimilation, mais il est aussi différent de l'idée de créolisation. Alors, la créolisation, c'est un concept que je ne rejette pas parce que, notamment dans le cadre des Antilles, c'est le fruit de l'histoire, une histoire qui a été souvent douloureuse, mais qui a débouché de fait sur des mélanges intéressants. Mais je dirais que l'assimilation, si je devais prendre l'exemple de la langue, l'assimilation, c'est de dire, ben, vous êtes français, donc vous parlez français et c'est tout, vous ne parlez pas une autre langue. La créolisation, c'est de dire, bon, ben, la langue, ça va être un mixte de vos différentes langues, hein, un mélange. Le double enracinement, c'est de dire, non, je parle français, je maîtrise le français, et quand je parle français, je le parle parfaitement, comme ma propre langue, mais j'acquiers aussi mes autres langues, hein, l'arabe, le berbère, que ces langues soient aussi les miennes, et que je maîtrise ces différentes langues et qu'elles soient additionnées. C'est pas de la soustraction, c'est de l'addition. C'est pas uniquement le français, c'est le français et l'arabe et d'autres langues. L'arabe comme langue qui a aussi été et qui est toujours un vecteur de savoir, de science, de culture, et qui a aussi évidemment le lien avec la religion musulmane. Et c'est une langue qui parfois malheureusement est dépréciée, mais qui mériterait à être plus apprise, hein, qui est une langue internationale. Et donc, être doublement enraciné, c'est par exemple parler plusieurs langues. Et à l'heure de la mondialisation, c'est un atout de parler plusieurs langues. Hein. Et y ajouter l'anglais, y ajouter l'espagnol. On ne perd pas son identité parce qu'on apprend d'autres langues et qu'on s'ouvre aux autres cultures. Une langue, c'est aussi un vecteur qui nous permet de rentrer dans un univers culturel, au-delà de regarder cet univers à partir de son propre prisme. Ça permet de rentrer dans l'univers de l'autre pour essayer de le comprendre à partir de ses propres réalités et de ses propres codes. Et le double enracinement, qui est aussi en grande partie l'expérience afro-américaine, d'ailleurs, ça aux États-Unis, pour s'auto-désigner, et ça a été développé à partir notamment des années 50-60, on parle d'afro-américain, ou même aux États-Unis, ils parlent d'African-American, africain-américain. Finalement, ils revendiquent la double affiliation. On est américain, et de fait, on voit que cette communauté est clairement aussi dans toute, même la douleur qui a pu être leur histoire, on est aussi dans quelque chose de très américain et de très différent de ce qui peut se passer dans les pays d'origine, de la maison mère, pour reprendre les termes. Mais de l'autre, il y a la revendication de cette filiation avec l'Afrique. On est aussi afrodescendant, on a ce lien avec l'africanité qui est très revendiquée d'ailleurs dans beaucoup de milieux de la communauté afro-américaine. Et je me rappelle d'une personne que j'ai interviewée à Baltimore, et c'était dans une mosquée de Baltimore qui était dans un quartier très très chaud. C'était un ghetto de Baltimore, donc moi je devais être accompagné parce que c'était vraiment dangereux. Et d'ailleurs ça se passait un peu comme dans la série The Wire, pour ceux qui ont vu la série, à Baltimore. Ben, ce que je voyais, ça me faisait penser à la série, ça se passait comme ça. Et je discute avec lui, à un moment donné, je lui pose une question dans l'interview, je lui dis, selon toi, pourquoi il y a eu autant de conversions à l'islam dans la communauté afro-américaine, on va dire dans les années 50, 60, 70, 80. Et sa réponse m'a beaucoup interpellé, m'a fait réfléchir, il m'a dit, je pense que c'était parce qu'on a une mémoire génétique. Donc c'est un concept qui fait encore débat sur le plan scientifique, mais il y a aujourd'hui même dans les recherches en termes de neurosciences et psychologiques, l'idée de dire que c'est pas impossible qu'il y ait une mémoire génétique. Et ce qu'il disait, c'est qu'en fait, comme beaucoup d'esclaves, d'Africains qui ont été réduits à l'état d'esclaves, qui ont été ramenés aux États-Unis, étaient musulmans, selon les chiffres, ça pourrait aller jusqu'à la moitié d'entre eux, et bien en fait, quand on entendait parler de l'islam, d'Allah, de Mohammed, ça résonnait dans notre mémoire génétique. Quand il m'a dit ça, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et il dit donc finalement, ça crée quelque chose avec notre génétique, notre mémoire, et ça nous a rapprochés de cette religion. J'ai trouvé sa réponse, au-delà
de savoir sur l'exactitude ou non, c'est très intéressant. La réflexion qu'il avait, ce qu'il a partagé avec moi. Et le double enracinement, je pense, peut créer beaucoup de génie. Peut créer du génie. Et pour donner encore un exemple dans l'expérience afro-américaine, si vous prenez la musique, je prends des exemples concrets parce que c'est parlant, au-delà des concepts. Mais un exemple pratique concret de ce que pourrait être, de ce qu'a pu être un double enracinement. Vous prenez la musique afro-américaine, le jazz, le blues, la soul, c'est l'expression d'un double enracinement. Quand vous écoutez la beauté, le talent et le génie d'une artiste comme Nina Simone. Nina Simone, elle maîtrise à la perfection le piano. Le piano, à l'origine, c'est un instrument, disons, occidental. Mais dans la musicalité, dans le rythme, dans les paroles, on ressent partout dans sa musique l'ascendance africaine. L'ascendance africaine et le lien avec l'histoire afro-américaine. Et donc, finalement, c'est un mélange entre cet enracinement, on va dire, américain-occidental et cet enracinement africain. Et on pourrait citer Louis Armstrong, des trompettistes, mais de manière générale, ils ont produit du génie musical qui a créé un rayonnement mondial de la communauté afro-américaine. Et selon moi, c'est ce double enracinement qui a permis la création de ce génie. Et je pense que les Français issus de l'immigration, hérités de l'immigration, de confession musulmane, ont ce potentiel de contribuer au rayonnement de la communauté musulmane française et de la France aussi, d'être aussi des ambassadeurs de la France, des ambassadeurs aussi en tant que franco-maghrébins du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, par ce pluralisme, cette pluralité d'identité, cette pluralité culturelle qui peut leur permettre de contribuer dans de nombreux domaines, qu'ils soient intellectuels, artistiques, sportifs, dans de nombreux domaines, créer du génie, créer de la contribution, créer du progrès. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est une vocation. Et ça m'amène à faire le lien avec il y a quelques années, j'avais eu une assez longue conversation, au moins d'une heure ou d'une heure et demie, avec l'ancien Premier ministre français, Dominique de Villepin. C'est au moment où il venait de sortir son livre, où il parlait justement de la diplomatie française et de la place de la France dans les relations internationales, de la voix de la France. Et il avait une phrase que je trouve intéressante, qui disait « La vocation de la France, c'est d'être un trait d'union, un médiateur, une voix de la paix. » C'était l'expression de trait d'union que j'avais trouvé intéressante. Moi, je lui avais dit, je pense que dans le cadre de cette vocation de la France, les Français issus d'immigration, notamment ceux qui sont de confession musulmane, ont un rôle à jouer de premier plan dans ce rôle de trait d'union. Nous sommes, par excellence, des ponts entre les continents, entre les cultures, entre les religions et entre les civilisations. Par notre, j'ai presque envie de dire, par notre ADN, c'est notre ADN. Pour créer du dialogue, créer de l'entente, là où il y a de la tension, du conflit, être des agents de paix, de réconciliation, de compréhension mutuelle, d'entreconnaissance. D'ailleurs, l'entreconnaissance, ta'aouf, c'est une notion coranique, qui est dans l'idée qu'il y a de l'enrichissement dans la connaissance des autres et de l'altérité. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de fondamental. Et juste, je suis dans les temps, toujours. Non, ça va. Pas de souci. Parce que des fois, quand on est lancé, le temps passe très vite. Mais donc, je pense qu'il y a quelque chose d'important dans le fait de créer des ponts, de créer des espaces, de vivre ensemble, de créer du commun. Il y a un rôle de premier plan qui pourrait être joué, d'être, en tant que Français, ayant des origines diverses, ayant une religion aussi, qui crée aussi un lien avec une communauté musulmane sur le plan mondial, il y a un rôle fondamental à jouer d'être des ambassadeurs, des agents de paix, de réconciliation, et on en a besoin dans le contexte actuel de tensions, de conflits. On a besoin plus que jamais de dialogue, de liens, d'interaction positive. Et moi, je pense vraiment que ça serait une contribution intéressante. Et donc, voilà, moi, ma modeste contribution sur ce sujet, c'est le concept de double
enracinement, qui je pense a son intérêt dans le cadre de tous les débats sur cette question-là, non seulement sur le plan, je dirais, théorique, conceptuel, et sur le plan pratique. Et je pense que, pour conclure, et je dirais ceci, au-delà des débats, au-delà on va dire, des idéologies dominantes et des pressions que les uns et les autres subissent, vous savez, tous les débats et leur caractère délétère qu'on peut avoir, ça a un impact psychologique sur les gens. Ça crée même parfois des problèmes psychologiques. Et Frantz Fanon a très bien analysé l'impact psychologique de la colonisation ou du continuum colonial sur les personnes colonisées ou même leurs descendants. Donc il y a cette histoire-là qui a été brillamment rappelée par l'intervenant précédent sur tout le passé colonial, ça a un impact encore aujourd'hui. Et donc toute l'idée, c'est comment le dépasser. Ça crée des complexes, comment dépasser ces complexes. Il y a une volonté d'imposer parfois un cadre très rigide sur les réflexions sur la définition de l'identité. Proposons des choses beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus inclusives. Il ne faut pas accepter, je pense, ces cadres et ces boîtes dans lesquelles certains veulent nous enfermer. Notamment aujourd'hui, malheureusement, le discours d'extrême droite a le vent en poupe et est de plus en plus normalisé. Mais personne ne peut empêcher quelqu'un de s'autodéfinir, de définir qui il est. Et je pense que ça, pour une communauté religieuse, une communauté entre guillemets ethnique, une communauté nationale, c'est important, je pense, de pouvoir s'autodéfinir. C'est important en termes d'estime de soi, c'est important en termes de projection, de perspective d'avenir, et savoir retenir les leçons de l'histoire et faire en sorte que ce double enracinement permette aussi de créer un trait d'union positif entre le passé, le présent et l'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bien, donc on est presque exactement dans les clous du